Voilà, donc en fait, ce dont je voudrais parler, c'est en fait de témoigner de mon analyse que j'ai faite avec Dumas, qui a effectivement changé ma vie. Et je vais voir Didier Dumas en tant que photographe et cinéaste, donc en tant qu'artiste. Et voilà, je tiens à témoigner de sa dimension artistique. En fait, Didier Dumas, il a commencé très jeune, ce qu'on sait très peu, à suivre des cours aux Beaux-Arts. Il a été dessinateur, il a été peintre, céramiste, sculpteur. Et donc, le processus de la création artistique, il en a eu l'expérience. Mais être artiste, ce n'est pas un métier, c'est une façon d'être. Et cet état d'être, elle ne nous quitte jamais. Donc, Didier Dumas a eu le regard d'un artiste pendant toute sa vie. C'est-à-dire que c'est avec le regard d'un artiste qu'il a abordé la sexualité. Et c'est avec ce regard-là si particulier qu'il a abordé la psychanalyse et qu'il a été si créatif. Donc, nous avions beaucoup d'échanges pendant cette analyse, et notamment sur un domaine que j'aime beaucoup, qui est la peinture. Et lors de nos échanges sur la peinture, nous partagions la même idée, c'est que la peinture et les arts plastiques contiennent quelque chose qui pense, mais qui pense sans mots. La peinture pense et donne à penser de façon non verbale. Pourquoi certaines peintures nous attirent, nous fixent, nous arrêtent, comme si elles avaient quelque chose à nous dire? Mais elles ne nous disent rien. En fait, elles nous montrent à penser. Elles nous emmènent en dehors du temps des horloges, dans un temps fluide qui ne nous appartient pas. C'est cela qui nous fascine, c'est l'adhésion de tout notre être à une image dans l'indicible. Le montrer sans dire, c'est ce qui nous reconnecte, évidemment, à la période de l'infraverbal, la période de la pensée en sensations et en images des bébés entre 0 et 3 ans, avant l'acquisition du langage. Devant une peinture qui nous touche, nous entrons en empathie, en fait, avec ce qui est peint, et en télépathie avec le peintre. Nous nous retrouvons dans le même espace, nous nous mettons d'emblée dans une saisie globale de la réalité qui est celle de l'activité de l'originaire, comme dit Dumas. Et c'est de là que nous puisons nos rêves, nos fantasmes, notre imaginaire et le processus artistique de la pensée en images. Lorsque Dumas me fait découvrir cette dimension, je commence à saisir alors que mon travail analytique va être indissociable de mon travail artistique. Et il me donne des ailes, vraiment. Donc au fur et à mesure de mes séances, je prends conscience que ma mère juive est sortie de son histoire en trahissant sa communauté familiale puisqu'elle épouse la religion catholique de mon père sicilien. Et mon père, n'ayant pas eu le temps de recevoir la parole de son propre père qui est mort trop tôt, il en choisit un autre, Mussolini. Et il s'engage volontairement, en secret, dans les chemises noires, avec une femme juive. Je vous la fais courte, à la fin de la guerre, mes deux parents, longtemps séparés, se retrouvent, sans mot d'explication. Ils sont chacun sortis de leur histoire, dans le secret de leur souffrance, dans leur culpabilité non dite, sans parole. Et c'est dans cette absence de parole que je suis née, et c'est elle qui me détermine. Je suis dans l'histoire et je suis hors de l'histoire. Je me sens simultanément dedans et dehors de ma judaïté. Dedans et dehors cette union. Dans une maison où le silence règne et où il ne se parlait quasiment jamais. Autrement dit, je ne sais pas d'où je parle. Mon histoire contient des vides, des trous, des manques. Je le sais sans le savoir. À l'âge de 15 ans, mon père a la bonne idée de m'envoyer en vacances chez mon oncle à Rome. Cet homme que je rencontre alors pour la première fois est architecte et il prend un grand plaisir à me faire découvrir la peinture, la sculpture, l'architecture, l'art en général. Et je me surprends alors pour la première fois à ressentir des chocs émotionnels et esthétiques très puissants. Je reste bouche bée, alors pour le coup sans mots, fascinée, touchée, et je prononce pour la première fois le mot beauté. Et ce voyage fait basculer toute ma vie. Parlez-moi des peintures qui vous ont tellement touché à ce moment-là, me demande Didier Dumas. Et sans hésiter, je lui réponds les fresques de Pompéi, les fresques de Giotto et les peintures du Caravage. Les fresques, tiens, parlez-moi des fresques. Alors les fresques, oui, c'est une technique particulière de peinture murale dont la réalisation s'opère sur un enduit que l'on met frais, encore humide, sur la paroi du mur. Donc le fait de peindre sur cet enduit, qui n'a pas encore séché, permet aux pigments de pénétrer dans la masse.
Devant les fresques de Pompéi décorant les intérieurs des maisons ou celles de Giotto dans les églises, mon émotion est grande, mais qu'est-ce qui me fascine tellement ? C'est que tout d'abord, ces images des fresques ne sont pas peintes en surface, comme dans un tableau. Les images peintes font partie intégrante du mur. Elles deviennent la paroi. Elles s'ancrent archéologiquement dans la couche du plâtre qui s'accroche à la pierre. Et pour la plupart de ces fresques, qui ont plus de 500 ans, les dégradations du temps ont fait tomber par endroits des morceaux entiers de cet enduit qui contenaient les pigments. Eh bien, c'est justement ça qui m'intéresse. C'est les trous, c'est les manques d'images que j'aime à reconstituer de façon imaginaire. Alors là, Didier Dumas, dans un grand éclat de rire, me dit « Mais c'est exactement ce que vous êtes en train de faire ici avec moi. Votre histoire contient des trous que vous avez à combler. » J'éclate de rire aussi devant l'évidence de la justesse de ces mots. Quant à la peinture du Caravage qui m'attire si fort par les jeux de clair-obscur, d'ombre et de lumière, c'est comment la lumière nous montre là où il faut regarder et ne pas regarder. Comment une sorte de recadrage dans le cadre, c'est montrer et cacher, c'est dire et se taire, c'est le mensonge et la vérité. Et dans mon travail analytique avec Dumas, qu'ai-je donc fait d'autre que de mettre les zones d'ombre et de secret en lumière, en recomposant la direction des éclairages de mon histoire. À mon retour de Rome, curieusement, je ne choisis pas de faire les beaux-arts, je choisis le cinéma. Et pleine d'enthousiasme, je dis à mes parents que je veux faire des films qui ressemblent à des fresques avec des manques et avec des trous. Vous imaginez ce que ma mère m'a répondu. Du cinéma, déjà, c'est hors de question, c'est un métier de pute. Alors ton histoire de trous, ma pauvre fille, est complètement folle. Mais devant mon entêtement acharné, mes parents finissent par alors accepter mon inscription dans une école de cinéma. Et j'aime les films expérimentaux qui mettent en jeu les limites propres au langage cinématographique. J'expérimente mon désir d'effacer en partie l'émulsion du négatif. Je procède à des rayures, à des griffures. Et en littérature, je suis attirée, bien entendu, par le nouveau roman qui refuse le récit traditionnel et refuse la chronologie de l'histoire. J'aime la musique dodécaphonique qui se construit hors de la mélodie classique. J'aime la peinture abstraite qui refuse la figuration. Bref, j'aime tout ce qui se juxtapose, se décompose et se recompose en dehors de l'ordre chronologique d'un récit avec un début, un milieu et une fin. Évidemment, puisque moi, je ne l'avais pas. Bien évidemment, me dit Dumas, à ce moment-là, vous êtes privé de votre histoire et pour sublimer ce manque, vous êtes allé vers les artistes qui refusent l'ordre de la chronologie de l'histoire. Et quand vous choisissez de faire du montage cinématographique, c'est pour réparer le récit des autres, pas la vôtre, puisque vous êtes en dehors de cette histoire. Oui, c'est vrai. Non seulement je ne me répare pas en réparant les histoires des autres, mais en plus, je m'éloigne de moi-même. Plus je suis créative dans l'art de faire le montage des histoires des autres, plus je me sens coupée en deux, plus je perds davantage et plus je suis en souffrance. Je quitte le montage de films à la mort de ma mère, où je suis anéantie, aspirée dans un trou noir, où je deviens du rien, où je veux mourir. Mais dans un sursaut de survie, je ne veux pas mourir sans avoir écrit pourquoi je veux mourir. Et comme une enfant qui fait ses premiers pas, je ne peux plus m'arrêter. Le plaisir d'écrire me révèle des forces que je ne connaissais pas. L'idée d'un scénario de film me vient et je l'écris quasiment d'une traite. C'est la réconciliation des images et des mots. Je réalise mon premier film. Je suis dans mon désir et non plus dans le désir de ma mère et je souffre un peu moins. Je réalise d'autres films, mais des films qui ne racontent pas d'histoire. Écrire un film de fiction m'est alors impossible, j'en suis incapable. Alors je change de trottoir et je vais faire de la photographie, parce que j'en fais de plus en plus et que la photographie me pose à nouveau en dehors du temps, comme la peinture. La photographie, elle aussi, elle montre, sans dire. C'est la présence de l'absence et je me sens à ma place. J'ai trouvé la bonne expression, la bonne forme qui me correspond. Mais pourtant, mes trous intérieurs, mes manques et les fantômes de mon histoire n'ont pas disparu. Je suis toujours en souffrance et je ne le supporte plus. Et un jour, à la lecture d'un livre sans père et sans parole, sans hésiter, je commence mon analyse avec Didier Dumas, qui est pour moi comme une évidence et qui a été un véritable cadeau. À la fin de mon analyse, je commence à expérimenter un nouveau travail de décollement et de transfert de l'émulsion photographique sur du papier d'aquarelle mouillé,
afin que les pigments pénètrent dans la matière. Et quand je montre les résultats de ce travail à Didier Dumas, il me dit avec un certain sourire « Mais comme c'est intéressant, n'est-ce pas un procédé semblable à celui des fresques qui vous ont tant marqué ?» Mais oui, je n'y avais pas du tout pensé. La boucle est bouclée, mais lui dis-je avec une grande différence, c'est que ce ne sont plus les manques d'images qui me fascinent maintenant, c'est la création des images entières. Et contrairement à l'idée reçue qui consiste à penser que l'effet salvateur de la psychanalyse pourrait mener à réduire fortement le besoin de créer, je puis vous assurer qu'il n'en est rien, bien au contraire. Pour l'anecdote, je finirai par dire que dans mon travail transgénérationnel, quelle a été ma stupéfaction quand je découvre que mon grand-père paternel a construit le premier cinéma dans ma ville natale de Tunis et que mon grand-père maternel était photographe érotique. Je ne les ai connus ni l'un ni l'autre. Donc je voudrais terminer en remerciant la vie qui a mis sur ma route 3 hommes extraordinaires, mon oncle, mon professeur de philosophie Didier Dumas. 3 pères de substitution. Le premier m'a ouvert à l'art, le deuxième m'a appris à penser, et avec le troisième, j'ai réparé les fameux trous de mon histoire. Je me suis reconstruite en tant que femme, en tant qu'artiste, et en même temps aujourd'hui thérapeute. Et c'est Didier Dumas qui m'a montré le chemin.